Ouais, salut tout le monde, un autre épisode. Cette semaine, on a la chance d'être avec André Bégin-Drolet. On est vraiment entre génies. André, c'est un professeur au département de génie mécanique depuis très longtemps. Combien de temps, André? Ça fait 10 ans, ça vient de faire 10 ans. 10 ans. Puis on avait vraiment hâte de l'avoir au podcast. Ça ne donnait pas au début de l'année, mais on est super content de t'avoir. Puis on va commencer juste ton parcours un peu d'étudiant du cégep jusqu'à l'université, puis d'où tu viens, ville natale et tout. Fait que je te laisse partir sans force. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup les gars de m'avoir. Je trouve que c'est le fun, puis je vous félicite pour votre super initiative. Merci beaucoup, André. Dans le fond, je suis un gars qui est né à Montréal. J'ai déménagé à Québec quand j'avais 10 ans, donc je suis né là-bas, mais j'ai plutôt grandi à Québec. Mes parents sont revenus à Québec, d'où ils venaient. J'ai été au secondaire à Charlesbourg, à Saint-Jean-Eudes, donc une école de football. Puis après ça, j'ai été au cégep à Garneau. J'étais allé là, c'est dans le temps, moi j'étais un joueur de football. Aussi, j'ai choisi Garneau pour le football, entre autres. J'ai fait mon cégep en 2 ans. Je jouais au basket puis au foot, donc je faisais les deux. J'ai un peu perdu ma gang de chums là, parce que les gars, ils ont fait leur cégep en 3 ans ou 4 ans. Fait que après mes 2 ans de cégep, moi, je suis rentré à l'université. Puis, je savais pas trop dans quoi je voulais aller. Mais, dans le fond, moi, je caressais le rêve de devenir astronaute. Puis, j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait. Puis, j'ai vu beaucoup de monde qui était un background de génie mécanique. Fait que j'ai dit, je vais aller en génie mécanique. Puis, on va voir où est-ce que ça va me mener. Puis, j'ai rentré en 2002 en génie mécanique à l'Université Laval. Je passais pas mal plus de temps au PEPS qu'au Pouliot. Fait que j'ai fait mon bac en 4 ans pendant ces années-là, de 2002 à 2005, à 2006. J'ai joué au foot en 2002, 2003, 2004, 2005. Gagné 2 coupes Vanier. C'était des super belles années. Puis après ça, en 2006, j'ai décidé de m'expatrier. J'ai décidé de faire une maîtrise. J'étais allé en Floride. Je voulais parfaire mon anglais. J'étais allé faire une maîtrise là-bas, une maîtrise de cours. Ça a duré 1 an. Ça m'a coûté vraiment cher. J'ai tout payé de ma poche. Mais j'avais comme un plan qui était... Je voulais revenir. J'allais faire mes cours là-bas. Puis mon plan, c'est de revenir puis de me faire créditer ces cours-là. Puis de continuer de graduer à l'Université Laval. Fait que c'est ça que j'ai fait... Quand je suis revenu, j'ai dit, j'étais allé en Floride, j'ai fait des études graduées. Est-ce que je peux avoir des cours reconnus, comme c'est un transfert d'université? Puis j'ai commencé un doctorat en génie mécanique à l'Université Laval avec Jean Ruel, qui venait de commencer d'être prof à ce moment-là. Jean avait été longtemps comme chargé de cours. Moi, je l'ai eu dans plusieurs cours quand j'étais au bac. Je l'avais vraiment aimé. Puis on a commencé ensemble une collaboration qui a été... très le fun, très structurante pour moi aussi. J'en dois beaucoup à Jean. Puis j'ai fait après ça mon doctorat jusqu'en 2012. J'ai gradué en 2012 de mon doctorat. Puis pendant mon doc, j'ai enseigné à l'Université du Québec à Trois-Rivières, des cours en génie industriel en conception. Puis j'ai fait une bonne partie aussi de mon doc à l'Institut de l'énergie éolienne du Canada, à l'île du Prince-Édouard. Donc, j'ai été un bout là-bas, sur la pointe de North Cape, à regarder les éoliennes tourner et les enjeux associés avec le givre météorologique sur les instruments de mesure. C'est vraiment un bon briefing. Un très bon briefing, un très beau parcours. Ouais. En Floride, est-ce que tu as eu des bourses ou tu avais autofinancé tout ton voyage là-bas, ton périple? C'est une bonne question. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Ma famille le savent, ça coûte très cher. Puis mon grand-père était le premier actuaire au Québec. Il a été président de l'Industrielle Alliance. Il a contribué au démarrage de l'école d'actuariat à l'Université Laval. Puis lui, il avait fait un fonds d'investissement pour les petits-enfants. On était 10 petits-enfants. Puis lui avait mis de l'argent là-dedans. C'était les adultes qui administraient, donc nos parents. Mais c'était les petits-enfants qui étaient les bénéficiaires de ça. Et il fallait se servir de l'argent pour un projet académique. Fait que c'était un peu ça l'idée. Fait que moi, j'ai pris cet argent-là.
j'ai sorti cet argent-là, puis je l'ai investi dans l'inscription à l'université là-bas. C'était quand même assez dispendieux, là. Ça m'a coûté à peu près 20 000 $ par session. Donc, c'est fou, 40 000 $ pour Puis 2 tu trouvais-tu sessions. que la qualité valait vraiment... Tu sais, mettons, nous, c'est 2000. Là. C'était-tu x10, la qualité d'enseignement? C'était pas x10, là. C'est loin d'être x10, mais en même temps, c'était des plus petits groupes, c'était plus personnalisé. Il y a un prof là-bas qui m'a pris un peu sous son aile. C'est avec lui que j'ai fait mon premier article scientifique. C'était pas en lien pantoute, c'était sur la séparation équitable des biens. C'était une réflexion autour de comment on sépare des choses en part équitable quand il n'y a pas assez... mettons, là, ça peut être n'importe quoi. Là, c'était basé sur un problème... Plus éthique un peu. C'était un peu éthique. C'était basé sur un problème de culturel. Là. Puis là, je vous le résume simple. Là, c'est un homme qui a 3 épouses meurt. Puis lui, il a comme, mettons, 600... Il appelle ça des zouzes. Là, c'est de 600 $. Okay? Puis la première femme dit que dans son testament, lui, il donne 600 $. Puis la deuxième femme a dit que lui, dans le testament, elle donne 300 $. Puis la troisième femme a dit dans le testament qu'il donne 150 $. Mais comment tu fais pour séparer équitablement le 600 $? Parce que le gars, il a pas assez d'argent pour remplir tous les contrats. Puis comment tu fais pour séparer ça? Puis c'était un problème qui était dans l'Antiquité, qui est là depuis longtemps. Là, puis il y avait la réponse, mais il n'y avait pas le cheminement pour se rendre à la réponse. Puis on a fait une démonstration de comment se rendre... à la réponse. Mais là, on est loin du génie mécanique. Là. Moi, je comprends pas comment ça s'est ramassé là. C'est quoi? C'était un prof qui était... c'était un gars qui a contribué à l'écriture du Hibbler, okay? Le livre que vous avez écouté que vous avez utilisé en RDM. Là. Isaac Ilishakov, qui donnait des cours de résistance des matériaux avancés. Puis je l'ai vraiment aimé, mais il était quand même en fin de carrière. Je pense qu'il est encore actif. Des fois, on s'écrit de temps en temps. Là. Puis dans ses cours, après ça, il donnait tout le temps des énigmes à la fin des cours. Là. Puis moi, j'avais rien à faire là-bas. Fait que je prenais toutes les énigmes. Puis le cours d'après, je revenais avec la réponse de l'énigme. À un moment donné, il a dit « OK, j'en ai une bonne pour toi. » Là. Puis il m'a donné ça. Puis on s'est mis à travailler ensemble. Puis on a fait un article scientifique là-dessus. Là. C'est ton premier article. Oui. Mais puis, tu sais, c'est plus des maths que de l'ingénierie. Là, mais Puis si on reste un peu ton passage en Floride, est-ce que t'en as profité là-bas? C'était vraiment l'école, puis t'étais juste là pour l'école? Je jouais au foot? C'est des clubs amateurs ou quelque chose? C'était l'université Florida Atlantic, c'est une université de division 3. Moi, je venais de finir mon parcours ici. Je venais de finir le bac. Là, je venais de finir le bac, puis je venais de finir ma carrière de joueur universitaire. Ça avait pas rapport. Là. Ah ouais? Non. T'étais pas de calibre? Non, zéro. Là, zéro division 3, c'est fou. Hein? Maintenant, c'est quand même fou parce qu'il y en a... Il y en a plein de joueurs là, qui s'en vont de CNDF, là, je ne me rappelle plus de son nom, lui, qui est rendu qui est allé pour Alabama State. Là. Le calibre au Québec, c'est juste une petite parenthèse à part, mais vraiment, ça va montrer quand même que ça a évolué parce que, regarde, tu dis, il y a 20 ans à peu près, c'était même impensable d'aller en Division 3. Fait que, bref, petite parenthèse à part, je trouve que c'est quand même cool. Puis, tu sais, c'est encore une histoire de famille. Là. Ma tante est déménagée là-bas pour une année avec ses 4 enfants. Puis ils m'ont accueilli chez eux. Avec la famille. J'étais avec la famille là-bas. On était 6 dans un 2-bedrooms. Je sais pas si vous savez les condos en Floride, comment c'est. Il y a 2 chambres, 2 salles de bain. Mais il fait tellement beau qu'on est tout le temps dehors. Puis ça a été une super expérience pour moi. Puis je remercie beaucoup ma famille aussi pour ça, mon grand-père, pour avoir pensé à cette idée-là, puis bon, ma tante, mon oncle m'avoir accueilli chez eux pendant cette année-là. C'est comme un peu le fondateur du RAID d'études maintenant. Puis rapidement, tu parlais d'être un astronaute initialement. C'est quand dans ton parcours que tu as fait comme « Ah, OK, ouais, peut-être que c'est moins cette avenue-là, puis c'est plus le génie mécanique pur et dur. » Moi, je regardais tout le temps 1 an en avance. Okay. Comme, je me disais « Où est-ce que je veux être dans 1 an? » Quand j'ai fini mon bac, j'ai dit, bon, où est-ce que je vais être dans 1 an? Puis là, c'était ça mon plan de match. Je vais en Floride 1 an, je fais ma maîtrise de cours, puis mon plan, c'est de revenir faire mon doc. Fait qu'à chaque fois que j'avançais dans ces années-là, il n'y avait pas de concours qui ouvrait pour les astronautes. Je voyais aussi, j'ai bien réalisé que le monde qui se rendait là était incroyable. Là, médecin, avec médecin, ingénieur. Fait que je me suis dit, c'est peut-être pas là que je vais me rendre, mais au moins ça va avoir été quelque chose qui a comme guidé mon parcours. Là. Puis en parlant de guider de parcours, tu disais que tu allais à l'Université Laval pour le bac, mais au foot à Garneau, est-ce que tu avais comme été recruté par Laval?
Parce qu'il y a souvent des gars là, qui jouent au cégep, puis se font recruter par plein d'unis, puis là, ils ont le choix de l'uni à faire un peu. Toi, est-ce que c'est juste, tu disais, je voulais rester à Québec dans ta ville ou... Moi, je venais de Québec. J'avais joué à Québec. Ouais. J'ai vu grandir le Rouge-et-Or ouais. parce que j'ai commencé à jouer au foot au secondaire en 1995. Donc, c'est les premières années du Rouge-et-Or. On a gagné notre bol d'or en 99 au secondaire, la même année que Rouge-et-Or a gagné sa première Coupe Vanier. Fait que, j'ai comme grandi avec le programme. Quand j'ai fini à Garneau après 2 ans, c'est sûr que j'étais jeune par rapport aux autres qui sortaient des rangs collégiaux. Il y avait McGill puis Bishop qui étaient intéressés. J'ai considéré longtemps aller à Bishop. Puis quand Glenn m'a appelé, Glenn Constantin, c'est sûr que moi, c'était évident que mon choix allait là. C'est comme un rêve de petit gars de jouer exact. Là. Puis quand je regarde après ça, c'était vraiment le début de la dynastie. Là. On a gagné la Coupe Vanier en 2003, 2004. C'est 2 années de suite. 2 années de suite. J'ai tout vu passer. Puis après ça, ça a été la suite. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui sont encore là. Glenn est venu à ma soutenance de doctorat. Les gars qui rentrent au bac en génie mécanique, les gars de foot, souvent, ils ont je l'ai vu l'autre fois en génie mécanique. Pas en génie mécanique, dans le cours de mécatronique. Glenn était venu avec Glenn. Les recrues qui s'en viennent, ça me fait plaisir de continuer à aider le programme puis montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Puis on a un super bon programme de génie mécanique. Puis je trouve que c'est le fun de le faire rayonner à travers des étudiants athlètes. C'est quoi les points forts que tu leur donnes? Admettons, tu sais, un nouvel étudiant qui arrive, là, puis tu dis, lui, là, je vais pogner l'hameçon le plus creux possible. C'est par où est-ce que tu t'y prends? Écoute, on n'a pas besoin de forcer fort, parce qu'on a un super programme qui est axé beaucoup autour de la pratique de l'ingénierie. Puis, vous avez fait mes cours, là, vous savez comment j'enseigne. Mais tu veux-tu t'es plugué, justement, pour les futurs étudiants qui écoutent? Moi, je donnais le cours de résistance des composantes de machines, qui est un cours de 2e année, où est-ce qu'on parle de composantes, mais j'ai commencé à être impliqué beaucoup dans le nouveau cursus d'ingénierie. Ça faisait 10 ans que je donnais les cours aussi de projet intégrateur, qui est le dernier cours du bac, qui montre que tu es un ingénieur. Puis c'est le tremplin vers le marché du travail. Puis maintenant, il y a une couple d'années, on a rentré ce qu'on appelle le cursus ingénierie et conception, qui est un cursus de 6 cours qui commence à la 2e année. Puis ça commence, c'est comme monter les marches tranquillement pour se rendre jusqu'au cours de projet intégrateur en fin de bac. Donc, des petits projets au début, comprendre la méthodologie du design, faire un cahier de charge, générer des solutions. C'est la même chose qu'on voit, mais avec des projets de plus petite envergure, puis on bâtit là-dessus pour nous amener jusqu'en 4e année. Là. L'avais-tu appris, toi, pendant ton passage au bac? Tu sais, mettons, est-ce que tu avais été familiarisé avec ça ou, justement, tu le fais parce que toi, quand tu es arrivé, mettons, plus tard, tu as fait... Il manque des outils là, pour monter des gros projets. Le cours projet intégrateur, comme vous êtes en train de le faire avec moi, là, avec les gars, c'est exactement la même formule à quelques petits tweaks près de ce que j'ai fait, moi, en 2005, en 2004. Fou, pareil, donc, les différences étant que nous, c'était 3 crédits, vous, c'est 5 crédits. On avait 2 fois plus de calculs à remettre, 2 fois plus de dessins à remettre. C'était dans le cadre aussi. C'était, on va dire, les débuts du cadre, mais c'était quand même... établi. Pas si pire. Là. C'était le fun à faire. C'était pas la table à dessin. Là. Mais c'est clair que pour avoir fait du design après, t'apprends en refaisant, puis en le refaisant, puis en le refaisant. Pendant mon doc, c'était un doc en lien avec l'énergie éolienne en milieu nordique, mais moi, je préfère dire que c'était un projet de conception appliquée dans lequel j'ai testé des choses, j'ai appris à mieux faire toute la méthodologie du design et autres, puis aussi à fabriquer. Dans mon doc, on a fabriqué beaucoup de choses, beaucoup de capteurs. On a testé des choses. Puis quand tu le fabriques, tu te rends compte que finalement... C'est différent que concevoir. J'aurais dû penser à ça. Ou bien, ça ne s'assemble pas parce que telle raison. Puis c'est pour ça que dans le cursus de conception ingénierie aussi, on a rajouté des unités de fabrication. Donc, les étudiants vont fabriquer des designs qu'ils imaginent en profitant aussi des installations de l'université. Là, on en reviendra. On en parlait ensemble. C'est toi qui, je pense, tu m'avais dit que tu avais déjà fait visiter à du monde de Londres ou d'Angleterre notre shop, puis comme ils comprenaient pas pantoute que c'était dans une université. Puis tu sais,
juste revenir à ton hameçon qu'est-ce que tu présentes. Je pense que notre atelier de fabrication, c'est un bijou là, qu'on a, puis il faut qu'on continue à bien s'en occuper parce que ça nous permet de faire des choses, de réaliser des choses, de tester des choses. Puis ça, c'est une expérience inestimable pour les étudiants. Pour ça, quand ils vont sur le marché du travail, de dire hey, « je l'ai fait, oui, j'ai touché des pièces, j'ai fabriqué quoi que j'ai imaginé, conçu. » Puis aussi toute la gratification qui vient avec ça, c'est le fun. Puis, c'est quoi les retombées, toi, à ton avis? Tu sais, parce que des jobs d'ingénieur, ça a des grosses retombées économiques là, dans une région, surtout. Là. Tu penses-tu vraiment, mettons, que... Tu sais, moi, c'est un peu une de mes questions dans le podcast que j'avais vraiment. Là, je vais la segmenter comme en deux. A, est-ce que ça vient pallier un trou dans la demande, désolé, en termes des ingénieurs au Québec, à Québec? Puis B, est-ce que cette formation-là va faire, admettons, qu'on va avoir des plus belles entreprises? Ou, tu comprends un peu ce que je veux dire? Là? Moi, si j'en rajoute, mettons, comme là, on fait un tag justement avec toi, là, on avait eu, puis justement, au design, faire les croquis, on en parlait avec Jay, tantôt, on regardait les concepts pour l'œil, là, le rayonnement, si on peut en parler. Ouais, ben oui, c'est le balai à neige. Le balai à neige, là. Puis justement, avec Jay, on regardait, t'es comme, ça serait quoi? Là, il y a le gros casing. On dit, c'est quoi les pistes? Quel croquis on aurait fait, nous, pour ça? Est-ce que le shaft tourne, l'élément chauffant, plein de pistes de solutions. Puis ça, tes cours nous apportent cette réflexion-là. Puis je pense que nous, notre cursus, on n'a pas eu ça. On a eu ça en RDC avec toi. Puis là, on l'a en intégrateur. Mais là, justement, l'amener de ce nouveau cursus-là, qu'il voit à chaque année, petit pas par petit pas, est-ce que ça va amener une meilleure retombée? Tu sais, tout le monde a hâte d'aller à la phase de réalisation. De faire des choses, puis de trucs. Mais la phase pré-projet est tellement importante parce que c'est là qu'on explore, qu'on regarde des choses. Puis le nombre de projets que j'ai faits, qu'au final, il s'est ramassé 5%, 10% d'une solution complètement farfelue qui avait été imaginée au début, mais que finalement, ce petit 5-10%-là de plus qu'on traîne tout le long jusqu'à la fin, je trouve que ça fait la richesse d'un produit final. Puis tu sais, je reviens un peu à ta question, Jérémy. Actuellement, le marché de l'emploi, c'est complètement fou. Là. Genre, on a 97% de taux de placement avec des bons emplois. Bon, pour les profs, c'est dur parce qu'on a de la misère à recruter au cycle supérieur. On n'est pas capable d'accoter les conditions du marché. Puis je vois de plus en plus d'entreprises à Québec fondées par nos étudiants. Vous avez les gars de Ferréol ici. Je le vois dans les incubateurs de la région. Il y a plein de monde qui veulent se lancer. Vous avez Arthur aussi qui a sa compagnie. Je trouve que c'est le fun. Ça génère des super retombées économiques pour la région. Ça fait des postes d'ingénieurs, concepteurs le fun et local. Maintenant, quelles sont les retombées? C'est dur à dire. Il y a beaucoup d'intangibles là-dedans. Mais je trouve ça le fun de voir le monde qui puisse continuer à œuvrer dans la région. On a un super pôle de NDT là, avec EDFI, Créaform, après ça, Innovmetric. Il y a plein de Nucléum, il y a plein de compagnies qui offrent là-dedans, qui offrent des super jobs pour nos étudiants, nos finissants, qui sont des ingénieurs. Donc, je trouve que c'est excitant pour ça. On a l'avantage, qui est des fois un désavantage comparé à Montréal, c'est qu'on est juste une université ici, comparé à Montréal, qui a plusieurs universités qui sont là. Fait qu'on a, comme la responsabilité de l'Université Laval est importante pour la région de Québec. Je vais mettre région élargie. À Beauce, Charlevoix. Lac-Saint-Jean, la Gaspésie. Saguenay, je dis ça, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais, tu sais, je trouve c'est tellement intéressant. Puis, on parle tout le temps, puis là, on prend déjà la petite tangente un peu entrepreneuriale. Puis, c'est drôle parce que quand on s'est lancé dans le podcast, moi, puis Phil, c'était comme pas du tout dans cette optique-là, mais on se rend compte que c'est un peu une petite entreprise. Non, mais dans le sens qu'il n'y a pas de génie mécanique sans entreprise. Tu sais, les deux sont intimement reliés. Puis, je suis curieux de savoir, toi, est-ce que ça a toujours été... Tu as toujours eu un côté entrepreneurial, tu t'es toujours vu te lancer comme ça. Puis là, je vais mettre les auditeurs peut-être plus en contexte. Je travaille pour André, moi, en ce moment, dans sa propre compagnie, qui est Icetech, que je laisserai présenter. Mais j'aimerais savoir si tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là, ou c'est à l'université, ou... Je le sais pas. Okay? Je vais dire ça comme ça. Moi, je suis vraiment intense. Okay? Vous l'avez vu dans mes cours. Pour moi... Non.
je fais tout ouvert au fond. J'organise un party. J'ai roulé une équipe de voile pendant une couple d'années. C'était vraiment intense. Là, je fais d'autres choses. C'est vraiment intense. Des fois, ma blonde elle trouve que je suis vraiment intense. Mais, fait que, tu sais, est-ce que ça m'aide au niveau entrepreneurial? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire les choses? Définitivement. Dans ma famille, il y a quelques entrepreneurs, mais, tu sais... pas mes parents. Mes parents, tu sais, c'est des salariés d'entreprise qui sont pas allés à l'université, ni un ni l'autre. C'est sûr qu'ils nous ont vraiment toujours encouragés. Moi, j'ai un frère et une sœur aller à l'université. Les trois ont allé à l'université. Les trois, on a des super carrières à ce moment-ci. Fait que c'est... je sais pas, c'est dur à dire si c'était comme écrit que j'allais faire ça. Mais comme je disais, moi, je regardais tout le temps un an en avance. Fait que, mais c'est une bonne manière de penser. C'est comme on a eu M. Rochette là, d'Écosystème. Puis lui, je disais qu'il était parti en voyage direct après le bac parce qu'il y avait le marché de l'emploi, il n'y avait aucun emploi en génie après quand tu gradues. Fait que c'est sûr que tu vas à la maîtrise ou que tu te pars une compagnie. Fait que ça forçait un peu le monde à être entrepreneur. Il y avait eu l'idée du bac à avoir de terre, puis trucs comme ça. Puis je fais un peu le lien que tu as dit tantôt. Là, on a un gros marché de l'emploi, 97% de taux de placement. Fait que le monde, peut-être ils vont moins études graduées, mais le côté entrepreneurial reste là quand même. Il y a quand même du monde qui se part en business. Puis comme Fériol qu'on a reçu, c'est un méchant bon exemple pour les incubateurs de l'Uni. Ils ont vraiment aidé à grossir ça. Là, mais... ça fait penser, mettons, un peu, parce que là, on va faire un autre tremplin. En fait, on peut pas tout de suite. C'est ça. On va faire un premier tremplin vers ta carrière entrepreneuriale. Est-ce que tu es capable de nous la présenter d'une manière plus concise et précise? Oui, dans le fond, je visais pas ça au début. Icetech, on en parle un petit peu, là, c'est un peu le bébé de mon doctorat. Donc, j'ai fini mon doctorat en 2012. Après ça, il y a un poste de prof qui s'est ouvert à l'université en 2013 en conception mécanique. J'ai appliqué sur le poste. Puis, tu sais, des fois, on me demande comment on fait pour devenir prof à l'université. Tu sais, c'est vraiment un concours de circonstances qui était là. Puis, comme je disais, moi-même, à cette époque-là, je regardais juste un an en avance. Puis là, je savais pas ce que je voulais faire. Je regardais le marché de l'emploi. J'étais bien à l'université. J'aimais ça. Là, il y a eu ce poste-là qui a ouvert. J'ai appliqué. J'ai passé à travers toutes les étapes du concours. Puis quand on applique sur un concours de prof, on demande de présenter un cours, on demande de présenter notre énoncé de recherche. C'est comme, si vous avez le poste, qu'est-ce que vous allez faire en recherche? Fait que moi, j'avais monté un programme de recherche autour de ce que je connaissais, c'est-à-dire l'énergie éolienne en milieu nordique. Fait que c'est de continuer avec mon projet de doc, là, étendre mon projet de doc. J'avais déjà développé des collaborations avec des partenaires industriels. Puis, évidemment, j'avais mis un peu de rêve dans cette présentation-là. Je voulais le poste, je voulais me vendre. Puis, quand je regarde ça, mettons, 10 ans plus tard, j'ai réalisé tout ce que j'avais mis dans mon plan de recherche, OK? Que finalement, c'était pas tant du rêve que ça. Pendant mon doc, l'objectif, c'était de développer un instrument de mesure chauffant pour mesurer la vitesse du vent. À l'époque, en 2005, 2006, 2007, c'est les débuts de l'énergie éolienne au Québec. Et puis, un des enjeux, c'était de bien mesurer le vent en conditions... de présence de glace, de givre. L'hiver, là, parce que des fois, il y avait des gros trous de données. Est-ce qu'il y a de la ressource? Il n'y a pas de ressources pendant ce temps-là. Et en 2011, j'ai eu l'idée de mesurer quand il y a du givre pour contrôler le chauffage de mon instrument à moi. Fait que mon instrument était un instrument intelligent qui autodétectait quand il y avait du givre et après ça, prenait des décisions pour se chauffer lui-même ou non, dans une perspective de réduire la consommation énergétique de l'instrument. Puis c'est là que j'étais allé voir Jean à Ruel et Jean Lemay, qui était mon co-directeur à l'époque. J'ai dit, hey, les gars, j'ai une idée. Je pense qu'il y a peut-être une matière à protection intellectuelle là-dedans. Leur premier réflexe, ça a été de dire, wow, André, si tu nous le dis, on est partner in crimes avec toi là-dedans. Puis j'ai jamais regretté d'en avoir parlé avec eux. De toute façon, ça s'est inscrit dans mon doctorat. Ça a été une bonne contribution dans mon doctorat. Et t'étais encore étudiant. J'étais encore étudiant à ce moment-là. On a déposé le brevet en 2012.
après avoir fait la déclaration d'invention auprès de l'université, passer au comité des brevets, convaincre l'université que ça valait la peine de protéger cette innovation-là. Fait qu'on a protégé, déposé un premier brevet en 2012. Ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir le brevet. Je pense que le brevet a été délivré en 2017, quelque chose comme ça. J'étais déjà prof à ce moment-là. J'avais un programme de recherche qui était autour d'utiliser cet instrument-là, qui a évolué dans le temps, mais il reste encore une couple de pièces dans l'appareil qui sont de mon doc. C'est ça, des vestiges. Puis je suis bien fier qu'ils soient encore là, le pattern de trou telle place. Puis, pas sûr qu'ils vont rester présents. Moi, je me servais de cet instrument-là comme un outil de recherche. Ça faisait partie de mon cadre de recherche d'utiliser cet outil-là pour continuer de développer les connaissances en lien avec la mesure de la glace sur les éoliennes. Puis je m'en suis rendu compte pendant mon doc, oui, il y avait de la misère à mesurer la vitesse du vent, mais on avait aussi extrêmement de misère à mesurer la glace comme telle. Puis c'est quoi la glace? Ça peut prendre tellement d'incarnations différentes. Enfin, moi, j'ai développé une méthode thermodynamique. Donc, c'est un cylindre chauffant. On connaît les conditions environnementales. On le chauffe, fait qu'on connaît l'apport en énergie dans le cylindre. On mesure la température de surface du cylindre. Fait qu'on est capable de faire un équilibre thermodynamique. Puis on est capable de faire un modèle qui roule en temps réel à côté et qui modélise la température de surface du cylindre. Puis on compare la température modélisée avec la température mesurée. Quand les deux matchent, on est content, tout va bien. Okay, avec le bilan d'énergie. Avec un bilan d'énergie qui est là-dedans. Puis quand les deux matchent plus, c'est qu'il y a un dérèglement thermodynamique qu'on associe à la présence de gouttelettes dans l'atmosphère qui vont créer le givre. Fait qu'en 2019, il y a une compagnie avec laquelle je faisais un partenariat qui m'a dit hey, « André, est-ce qu'on peut acheter 3 instruments? » J'ai dit non, ils ne sont pas à vendre. C'est un outil de recherche qui est là. Tu vois, mais on voudrait s'en servir pour piloter nos systèmes de déglaçage d'éoliennes. Donc là, on était rendu ailleurs dans l'énergie éolienne. On était rendu qu'il y avait un problème d'accumulation de glace sur les pales. Les pales sont non chauffantes. Comment on fait pour les chauffer puis qu'ils se débarrassent de la glace? Puis toujours dans la perspective d'économie d'énergie. Mm-hmm. C'est un peu le même problème que j'avais avec mon instrument dans mon dock, qui est comme, on veut le chauffer juste quand on en a besoin, pas qu'il chauffe tout le temps, mais là, à une échelle vraiment plus grande, on parle de centaines de kilowatts de chauffage que tu veux utiliser adéquatement, là, pas chauffer ta turbine pour rien. Fait que j'en ai parlé avec l'université, on avait un pseudo-plan d'affaires qui était comme in the making pour commercialiser l'instrument, mais tu sais, j'étais prof à temps plein, Jean était prof aussi. T'avais pas une chaîne de production? J'avais pas une chaîne de production. T'avais un ou deux, genre. Il y en avait une, mais dans son sous-sol. Non, même pas à cette étape-là. Tout était fait à l'Uni, là, dans le shop à l'université. On avait peut-être fait une dizaine de sensors à ce moment-là, à travers l'université. On les faisait au machine shop, on améliorait la techno. Les gars d'électronique... Michel et André étaient impliqués là-dedans. Yves-Jean, à l'époque, cool. qui a beaucoup contribué. Fait que là, l'université dit « OK, on va les vendre, mais via un contrat de service avec cette entreprise-là. » Donc, il y a 3 sensors qui ont été vendus à cette entreprise-là. J'ai pas fait d'argent là-dessus. On les a vendus le prix qu'on les vendrait sur le marché, puis l'université a gardé les profits associés à ça. L'année d'après, la même entreprise m'a dit « Je peux-tu en avoir un autre? » J'ai dit « Parfait, on fait copier-coller de ce qu'on avait déjà. » Puis là, l'université a dit « Ben là, vraiment, André, là, c'est pas la mission de l'université de commercialiser les innovations. Êtes-vous capable de voler de vos propres ailes? » Fait que ça nous a comme un peu donné le coup de pied dans le derrière pour sortir de l'université. Puis à partir de ce moment-là, on a vraiment dissocié, parce que je voulais pas être en conflit d'intérêt avec mon employeur, faire de l'argent sur le dos de l'employeur. Puis, tu sais, on dit faire de l'argent, mais je lève mon chapeau à tous les entrepreneurs, là, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment tough. Le risque est super grand. Fait que là, on s'est installé dans mon garage à faire des boîtiers électriques, puis à assembler des systèmes pour ça. Donc, la première année, on a vendu 3 systèmes
Puis j'en parle souvent, c'est le modèle des gâteaux, là. Puis moi, c'était comme une aventure, là. J'ai dit, on met chacun de l'argent dans le pot au centre, là, puis on va faire un tour de manège, puis au pire, on a perdu cet argent-là. Tout le monde était prêt à faire cet argent-là. Là. Tu viens de dire, c'est intriguant pareil, tu viens de dire, c'était comme une aventure. Ça te rappelle-tu, Phil? André Rochette disait tout le temps la même affaire. Il disait, parce que tu sais, le podcast vient juste de sortir. Pour ceux qui ne savent pas, on vient de le tourner la veille même. Le jour même, en fait. Puis il parlait toujours, justement, de l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Fait que, bref, je tenais à faire la parenthèse parce que je trouve que c'est quand même pas anodin. Là. C'est vrai que c'est une aventure, puis c'est une aventure que j'encourage tout le monde à faire. Okay? J'apprends à tous les jours. Je trouve ça vraiment gratifiant, vraiment le fun. Mais c'est tough, là. De partir, puis les enjeux de flux de trésorerie, puis tout ça. C'est pour ça qu'au début, on était quatre à partir l'entreprise. On a mis de l'argent dans un pot en se disant, hey, on a assez d'argent pour faire un système, là. C'est ça le modèle des gâteaux que j'appelle, c'est on fait un système, on le vend, on ramasse l'argent suite à la vente, puis là, on a assez d'argent pour faire 2 gâteaux. Là, on fait nos 2 gâteaux, tu sais, la croissance organique de cette façon-là. Puis dans nos têtes, c'est comme nos têtes d'ingénieurs super cartésiens. Ça fait du sens. Ça marche bien. Il n'y a pas de risque. Le seul risque qu'on a, c'est de perdre l'argent qu'on a mis initialement dans le pot. Mais tu sais, on était dans mon garage, on ne payait pas de loyer, on ne se payait pas de salaire pour faire les choses. Tu sais, c'était pas la vraie vie. Là. Tu sais, je faisais ça de soir puis de fin de semaine. C'était pendant la COVID, fait qu'en même temps, et qu'est-ce que tu voulais faire d'autre que ça? Fait que c'était le fun. Ma fille était en maternelle à l'époque. Elle avait ses cours à la maison sur Zoom. Tu sais, pensez-vous, la maternelle, à cet âge-là, je donnais mes cours sur Teams, tu sais, que vous avez suivi. Des fois, il y avait le livreur d'UPS qui venait livrer des choses. C'était elle, ma magasinière, à réceptionner. Elle venait de commencer à apprendre à écrire, elle signait les bordereaux d'expédition. Puis, on va-tu un bip là-dessus? C'était le fun. Puis après ça, c'est devenu assez gros. Puis quasiment après 1 an, c'était trop gros pour mon garage. Fait que ma blonde m'a comme un peu dit... le coup de pied. C'est ça, un autre coup de pied. Puis à travers mon étudiante Laurence, là, qu'on va peut-être en parler tantôt, Laurence avait développé une innovation pour la construction préfabriquée. Puis j'avais visité des incubateurs parce que Laurence était intéressée de se partir en affaires. Fait qu'on est allé visiter une couple d'incubateurs où est-ce qu'elle pourrait partir son entreprise. Puis j'ai rencontré Valérie Henner de Quantino et expliqué le fonctionnement de tout ça. Puis je me suis dit, hey, finalement, c'est le fun pour Laurence, mais ça serait le fun aussi pour ma compagnie que j'ai partie en 2020. Fait que c'est là qu'on a pitché l'idée de rentrer chez Quantino. Puis chez Quantino, t'appliques, tu te rends compte devant un jury, un peu comme des dragons, puis t'expliques c'est quoi ton projet d'entreprise, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis tout ça. Nous, on avait déjà des ventes, fait que c'est ça qu'on était classé plus haut. Puis on a rentré là. On a été 11 mois chez l'incubateur, dans l'incubateur Quantino là, à Lino. Puis là, c'est un principe d'utilisateur-payeur. Fait que plus tu prends d'espace, plus ça te coûte cher d'être dans l'incubateur. Okay? Puis, fait qu'on était chez Quantino, puis là, on a eu une commande de 20 unités. Fait que là, ça prenait plus d'espace pour assembler les choses. Fait qu'on a loué un genre de salle. Là-bas, c'est des petits laboratoires. Mais là, on occupait plus d'espace, fait qu'on payait plus cher que les autres incubés parce qu'on prenait plus d'espace, puis ça fait bien du sens, puis le modèle fait du sens aussi que quand tu deviens trop gros, ça te coûte moins cher d'avoir tes propres locaux que d'être dans l'incubateur. Fait que on a commencé à regarder des locaux commerciaux, puis aussi c'est à partir du moment où on est entré chez Quantino, il y a Olivier Fortin-Moreau qui est mon associé chez Icetech, qui a été professionnel de recherche dans mon lab pendant un bon 5 ans, à travailler sur mes projets d'éolien, contribuer à la techno, qui s'est lancé en affaires avec moi, avec Jean Ruel et Jean Lemay. Donc, on a parti de cette entreprise-là à 4. Puis Oli est comme devenu le porteur de ballon, si on veut, de l'entreprise. C'est lui qui leadait tout. Il était à temps plein là-dedans. Il y a une couple d'employés après ça qui sont venus se greffer à l'équipe, dont Jérémy. Puis on est devenu trop
trop gros pour Quantino. Donc là, on s'est mis à visiter des locaux commerciaux. On a trouvé un local au mois de décembre. Là, je me souviens plus des années. Je pense que c'est 2023. 2022. 2022. Ouais, exact. Puis c'était un local qui était quand même pas mal délabré. Ben, on est ici aujourd'hui, ça parle de ça, parce que c'est super clean. Ouais, c'est ça pour les éditeurs. En ce moment, ils savent pas, mais on est dans le bureau chez iSteak. Puis tu sais, c'est vraiment un super bureau. Puis on a été habitué à l'incubateur, que c'est vraiment beau aussi. Mais tu sais, à l'incubateur, t'as ton petit bureau, ton petit pupitre quasiment, puis tu sais, c'est that's it. Puis un incubateur, tu croises, pour du monde qui ne savent pas, c'est parce que tu croises beaucoup les autres personnes, ou c'est vraiment air ouverte, comme des films? C'est air ouverte comme dans les films. Je peux quasiment témoigner là-dessus, parce que j'ai passé 1 an dans l'incubateur, dont un été au complet 24/7, là. Mais c'est vraiment trippant, les incubateurs, là. Tu sais, il y a plein de monde qui sont là, tu as accès à plein de ressources. Puis tu sais, moi, mettons, j'étais plus en tant qu'assembleur là-bas, mais on avait quand même accès à des outils, toutes sortes d'affaires, puis tu sais, c'est le fun de parler avec le monde de leur idée. Tu sais, je pense à ABC Dust, mettons, qui était là, que eux, c'était pour réduire la poussière dans les mines. Tu sais, on se dirait, la poussière, c'est pour les dommages pour les humains, mais non, tu sais, la machinerie aussi est toute brisée par rapport à ça. T'en avais qui étaient dans les jardins intelligents, t'en avais qui étaient dans les BioTwins, t'en avais, tu sais, t'en as vraiment de toutes les couleurs, puis il y en a que ça marche. T'as Femtom, on a passé du temps avec eux, ils étaient super nice. Puis tu sais, leur entreprise a l'air de super bien marcher, là. Fait que tu sais, c'est pour tous ceux qui veulent aller en entrepreneuriat, je pense que c'est un rituel de passage quasiment. Là. Ils appellent souvent ça passer à travers la vallée de la mort, là, parce que t'as pas d'argent, t'as pas de financement, ça te prend des choses. Puis, tu sais, le modèle des gâteaux, on s'en cachera pas, c'est pas supposé de marcher. Okay? Nous autres, on réussi à le faire marcher parce que on avait nos jobs, on se payait pas de salaire. Il a fait marcher pendant 15 ans pour développer toute la technologie qui est là. Puis, tu sais, je me sauve pas comme un voleur avec la techno. À chaque année, on remet des redevances à l'université parce qu'on exploite la techno qui a été brevetée à l'université. Puis moi, j'ai toujours dit à l'université, on est dans la même équipe, on est des partenaires là-dedans. Eux autres sont bien contents de voir une start-up marché, florissante, qui engage des ingénieurs, des finissants, des diplômés, des étudiants. Donc, ça contribue à l'économie d'ici. Puis on cherchait des locaux qui étaient... on avait des bureaux d'ingénierie et une petite shop d'assemblage pour nos produits. Puis on a trouvé le local ici, puis ça répondait parfaitement à nos besoins. Donc là, il y a eu des travaux qui ont été faits d'amélioration locative. J'utilise les termes. J'ai été surpris, c'est vraiment beau, honnêtement. Là, puis local électronique. Puis on a tout monté ça. Puis c'est quand même... En tout cas, moi, je suis vraiment fier de ça parce que dans le jargon, on appelle ça bootstrappé, là. Tout a été fait sans financement externe. C'est tout le temps le même pote de départ qui était là comme pour un tour de manège, là, une aventure qui a comme fructifié puis qui a grandi. Puis on a appliqué à des programmes de subvention aussi offertes pour les startups. On a monté des projets. Ça, moi, je faisais ça soir et fin de semaine. C'est Oli qui pilotait beaucoup de choses. Mais je suis vraiment fier d'avoir fait ça. Puis maintenant, être propriétaire de une fierté, chose comme ça, vraiment. Là. Puis, comme je disais, je suis quand même intense, là, fait que toutes les choses sont vraiment faites comme je voudrais qu'ils soient. Puis, un peu, avec mon background de sportif aussi, on le voit dans le coin, il y a tout le gear qu'on achète pour les... Ouais, ça, tu sais, on a refait notre branding récemment, tu sais, on a fait des buffs, on fait des trucs, tu sais, je trouve que c'est le fun parce que t'as le sentiment d'appartenance aussi, là, de piloter ça un peu comme une équipe de sport. C'est comme une équipe de foot, là, le Super Bowl, c'était hier soir, puis on l'a vu. Puis là, nous, c'est ça qui est drôle, là, le podcast, finalement, c'est rendu un podcast d'entrepreneuriat. On pensait pas trop que c'était allait être ça au début, mais finalement, ça a l'air que c'est ça. Puis, on fait des 2 pour 1. Là. Quand on a un prof, on avait des profs qui étaient l'enjeu principal. Puis là, on a des profs en business. Non, mais tu sais, je trouve que c'est fou de réaliser que c'est pareil. Au final, la culmination de la chose, c'est quand même ça. Je veux dire, tu sais, s'il n'y a pas, à quelque part, quelqu'un qui réussit à commercialiser, tu sais, je pense que il y a une zone grise à ce que je vais dire, évidemment. Là, mais tu sais, reste que ton produit, s'il n'avait jamais été commercialisé, puis un jour, il était juste mort dans le sous-sol du Pouliot, tu sais, c'est pas la finalité de la recherche universitaire que d'arriver à des trucs commercialisables. C'est clair. Maintenant, dans le domaine qui m'intéresse, moi, qui est un domaine créatif, je vais mettre ça au sens large, la conception mécanique. Très large. On part souvent d'une problématique, puis on développe une solution à cette problématique-là.
Maintenant, si quelqu'un avait cette problématique-là, il y a probablement d'autres mondes qui ont la problématique aussi. Comment je fais pour atteindre ce monde-là? Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses que je fais qui ont du potentiel commercial. C'est malgré moi, là, c'est pas de ma faute que ça s'applique comme ça. Voyais-tu ces potentiels commerciaux-là avant Estec ou à Estec, ça t'a vraiment apporté à penser d'une manière différente? Je savais pas comment ça se faisait. Comment qu'on amène de quoi du milieu académique vers le marché de la commercialisation. Pour moi, c'était... Il y avait un gros flou, un gros bouillard en avant. Nébuleux, maintenant que je l'ai fait une fois, la randonnée, l'aventure, je vois des fois plus il y a plus qu'une façon de se rendre à destination, mais je vois comme des chemins, puis je me crée aussi mon réseau de contacts entrepreneurial. Je rencontre du monde. Maintenant, je connais des investisseurs en capital de risque. Fait que c'est le fun parce que j'avais mon gros réseau académique, mais au niveau entrepreneurial, il n'y a pas grand-chose. Je n'avais pas vraiment de lien. On parle des incubateurs, on parle des agents de brevets, on parle du monde qui vont investir. Parce que la vraie façon de faire de quoi, c'est pas le modèle des gâteaux. C'est plutôt l'inverse. C'est quoi ton projet? Cool. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire ça? Parfait. Combien d'argent ça prend pour faire ce que tu veux faire? Et non pas... Avec l'argent que j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec l'argent que j'ai? Il faut voir le problème à l'inverse. Puis, tu sais, là, tu parles de contact, d'expertise. Tu sais, on parle beaucoup d'Université Laval. Je pense pas que c'était une tangente qui était vraiment exploitée, on va dire, avant. Tu sais, je veux pas dire récemment, mais on dirait qu'il y a un boom, là, dernièrement, tu sais, des entreprises à l'Université Laval, tu sais, le monde l'ont tatoué sur le cœur. Puis, dans le bac, nous, moi puis Phil, on le fait en ce moment. On en voit du monde qui ont des idées, qui veulent le faire, puis que sont tout proches là, de se dire « Hey, je vais me lancer en affaires », mais ça leur prend juste ce petit coup de pied-là d'aller dans un incubateur. Comment est-ce qu'on fait pour, justement, rallier ton réseau de contacts, ton expérience à une action concrète d'un étudiant par rapport à une idée, des fois, qui va être incertaine? Ben, c'est sûr qu'avec le cursus ingénierie-conception, j'en parle aux étudiants, les étudiants le savent, on a des discussions d'entrepreneuriat, des fois, discussions de corridor, comment on fait pour faire les choses, mais tu sais, je lève mon chapeau à des gars comme Jonathan et Félix, qui ont parti Ferréa. Je pense que les autres, ils ont tapé une bonne partie de la trail. Puis, tu sais, c'est un super exemple pour nos étudiants. Maintenant, il y en a d'autres qui suivent là-dedans, tu sais, les planches les paddleboards, Arthur. Là, il y en a d'autres qui ont d'autres idées de démarrer des choses, donc... Peut-être qu'on est justement dans la germination de ça. Puis moi, je trouve que ce serait beau, parce que vraiment, dans ma tête, l'ingénierie, je suis un ingénieur peu mature, on va dire, dans mon cheminement, mais dans ma tête, l'ingénierie, au final, c'est de créer des produits, puis de trouver des solutions, puis de les diffuser, puis de rendre la pratique attrayante. Si le monde voit que c'est pas un ingénieur mécanique, c'est pas juste des pièces de métal, puis des... c'est pas juste des chars, le monde qui pense que génie mécanique, c'est des chars. Non, c'est comme... Ça résout des problèmes mécaniques. On me donne un problème qui peut être n'importe quoi, puis c'est juste d'être créatif. Là, tu peux écouter un film, des fois, puis avoir une idée pour de quoi, Fait que je trouve, après ça, de rallier ça à l'entrepreneuriat, je trouve que c'est vraiment trippant, puis j'espère que ça va continuer vers cette tangente-là, honnêtement. Là, puis j'imagine toi aussi, André. Je trouve que c'est le fun, c'est stimulant. C'est le fun d'avoir les étudiants aussi qui ont le goût, là. Puis, tu sais, je sais pas si Salim me pose la question, mais leur ferais-tu? Ouais, c'est ça, je trouve ça tough, là, investissement de temps. Investissement de temps, sacrifice personnel aussi à travers ça, puis, tu sais, je suis loin d'être millionnaire, là, tu fais pas tant d'argent que ça, mais moi, juste la fierté de l'avoir fait, là, puis de l'avoir fait, de dire, regarde, je l'ai fait, puis je suis rendu à tel endroit, ça, je trouve que ça vaut de quoi aussi, pour moi. Oui, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, je trouve que pour moi, c'est important. Ton but a-tu changé justement avec les années? Mettons initialement, puis là, je pense qu'il n'y a pas de gêne à dire ça qu'on va en affaires pour faire de l'argent. Des fois, il y en a qui sont comme gênés un petit peu, quasiment à dire ah non, mais initialement, est-ce que tu y allais pour l'argent, puis finalement, ça s'est tourné que c'était créer des emplois ou de la stimulation? Moi, j'y allais pas pour l'argent, puis je vois toujours pas pour l'argent, puis je suis vraiment fier de contribuer à l'essor économique de la ville, d'engager, répondre à un besoin, tu sais, puis
j'étais allé à une conférence un petit bout de temps, puis on parlait d'atteindre Net Zéro 2050, tu sais. Puis moi, pour moi, ça a changé ma vie, ma façon de voir les choses. Mes actions maintenant sont toutes dirigées vers ça. Je pense que c'est vraiment important parce qu'on s'en va socialement dans un mur. Maintenant, c'est ça. J'adore ce que je fais. Je leur faire, je sais pas si je leur ferais. Je leur ferais sûrement pas de cette façon-là. Mais tu leur ferais, tu connais ça. J'essaierais d'autres choses. tout ça, mais tu sais, est-ce que je veux repartir d'une autre compagnie en lien avec d'autres choses? Non. Là, j'ai High-Tech à me concentrer. Je trouve que c'est le fun. L'entreprise grandit. On grossit à chaque année. Maintenant, je fais autant de choses qu'avant, c'est-à-dire soir et fin de semaine, mais là, il y a de la business pour 10 personnes à temps plein la semaine. Il y a des nouveaux investisseurs qui sont rentrés dans l'entreprise récemment. Hein. Je suis vraiment content de les avoir rencontrés. Ça a élargi mon cercle entrepreneurial puis de mon réseau de contacts. Ça aide à grossir l'entreprise. Ça aide à grossir l'entreprise, mais ça aide aussi à avoir leur vision des choses. Moi, j'ai tout le temps la vision académique des choses. Mais tout arrive avec la vision business. Money talk. Oui, puis c'est correct. Des fois, on rit autour de ça, mais c'est ça. Pour moi, c'est la diversité, ça aussi. Là. Puis là, tu sais, on n'a pas fait cette parenthèse-là à travers le podcast, mais tu as d'autres projets. Tu sais, on a ton connecteur sur la table, tu sais, qui est carrément un autre projet qui est pas en tout rapport avec le GIV ou quoi que ce soit. C'est encore un bel exemple de que tu vas concrétiser les choses. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles peut-être un peu justement de ce projet-là, le projet à Laurence. C'est un super projet. Puis encore une fois, tu sais, comment ça s'inscrit en lien avec mes travaux sur les énergies éoliennes. Des fois, il y en a qui trouvent que je suis un peu éparpillé. Mais en réalité, moi, dans mon lab à l'université, l'élément rassembleur, c'est la conception. C'est la conception mécanique, partir d'une problématique, puis imaginer des solutions, trouver une solution, développer une solution, mettre en service une solution. Fait que pour moi, tout est au-dessous de ce parapluie-là. Puis, je dis souvent, c'est le génie mécanique au service de 3 petits points. Fait que, mettez ce que vous voulez dans le 3 petits points. Ça peut être, j'ai des projets en construction durable, j'ai des projets en chimie, en médecine, dans le sport, avec les énergies renouvelables, évidemment. Fait que c'est un peu, ça va un peu à gauche, à droite. J'ai un projet avec la police. Les camions aussi, les camions. C'est large. Puis le projet à Laurence, ça a été initié par un collègue, là, Pierre Blanchette, qui est prof à la FFGG, la faculté de foresterie géométrique. Génie géométrique. C'était tout en lien avec les aspects de construction modulaire. On fait maintenant les maisons comme on fait les voitures, c'est-à-dire en usine. Donc, les maisons sont préfabriquées, embarquer sur des camions et amener sur site, puis assembler sur site comme des blocs Lego. Un des enjeux qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de standardisation au niveau des méthodes de connexion. Donc, chacun des constructeurs a un peu sa technique. Il y a des techniques qui sont très archaïques, c'est-à-dire on laisse des ouvertures, on amène un soudeur qui va venir souder, ou on met des boulons, on met des tire-fonds. Fait qu'il y a beaucoup encore de construction traditionnelle qui est transposée à ce nouveau mode de construction, exactement. Et l'enjeu, c'est de faire une connexion automatisée, universelle, qui pourrait s'intégrer dans différents types de connexions. Fait qu'on est parti avec cette idée-là, cette problématique-là. Quelques données quantitatives du cahier de charge, des efforts à reprendre, des données au niveau du coût. Et on a développé une couple de concepts. Puis avec Laurence, en 2020, on a déposé un brevet en lien avec le connecteur. Connecteur universel pour la construction préfabriquée. Y a-t-il un nom? C'est ça, c'est le connecteur universel ou connecteur automatisé de l'Université Laval qui est là. Et on a fait plusieurs projets avec des entreprises. On a fait une maison, ça arrive sud, avec
On a fait un projet, ça arrive sud, aussi à Montmagny, avec un genre de consortium. On fait un projet à Chibougamau dans les prochains mois. Fait que ça a vraiment évolué, puis ça répondait à un besoin, hein, une problématique qui était là. Et puis, Laurence avait participé à ma thèse de 180 secondes. Elle a gagné la finale facultaire. Après ça, elle a gagné la finale universitaire à l'Université Laval. Puis elle est allée représenter l'Université Laval au Québec. Okay, Québec, ouais. On dit Canada, mais vu que c'est francophone, c'est pas mal des universités du Québec. Puis suite à ça, ça a été diffusé sur Internet, puis ça s'est retrouvé sur YouTube, puis il y a une compagnie européenne qui nous a contactés après avoir vu ça, qui était aussi dans la construction modulaire. Fait que on parlait tantôt de comment se rendre aux clients. Si quelqu'un a cette problématique-là, probablement quelqu'un d'autre que cette problématique-là. Là, c'est le fun, c'est l'Internet, c'est les médias sociaux qui nous a permis de faire ça. Donc, avec eux, on a développé un partenariat. Je suis allé les visiter plusieurs fois. Ils sont venus aussi ici. On a travaillé ensemble pour développer ça. Et puis, tu sais, c'est super stimulant, mais c'est une dynamique complètement différente de Ice-Tech, qui était comme le modèle des gâteaux. On met de l'argent, on fait des choses. Ouais. Là, c'est une multinationale. Puis, on travaille avec eux pour la rendre meilleure et que ça se rende jusque dans l'industrie. Là. Fait que c'est une autre aventure entrepreneuriale, mais que je pilote vraiment juste avec mon chapeau de professeur-chercheur à l'université, tandis qu'à Ice-Tech, j'ai souvent deux casquettes, là, ma casquette de professeur-chercheur, puis des fois j'ai ma casquette Ice-Tech. Là. Mais je pense que c'est rare d'un professeur que se diversifie autant en recherche. Là. Tu fais vraiment beaucoup de choses, comme tu dis, conception mécanique qui est très large. Mais est-ce que tu penses que c'est une de tes qualités en tant que chercheur et professeur de se diversifier autant, là, comme justement, c'est de la mécanique tout le temps, mais dans plein de domaines, sport, construction, etc. Là. Il y en a qui me le reprochent, tu sais, d'être trop éparpillé, puis mais c'est ça que j'aime. C'est ça qui... Je pense que c'est la beauté de l'ingénierie. On a la chance de, tu sais, je veux dire, c'était en physio, puis j'enlève rien en physio, tu sais, c'est une profession que j'adore. Ben, tu sais, en accounting, là, en comptabilité, tu sais, en comptabilité, tu fais de la comptabilité, mais nous, on a la chance d'être dans un domaine où est-ce que tu peux l'appliquer à pratiquement n'importe quoi. Fait que, je pense que moi, je suis peut-être plus de ton avis où est-ce qu'il faut l'exploiter, ça, mais tu sais, tous les modes de pensée sont valides. Puis oui, tous les modes de pensée sont valides, tout le monde a le droit de penser ce qu'ils veulent. Puis même si je suis éparpillé, je suis curieux, tu sais, fait que j'aime ça faire des trucs en chimie, apprendre des choses sur la spectroscopie, faire des trucs en médecine, apprendre des trucs sur la construction, le génie tissulaire, faire des trucs en sport, puis comprendre qu'est-ce qui se passe avec un athlète. Tu sais, j'ai vu que t'es membre de l'ordre des chimistes, ça se peut-tu? Je suis pas membre de l'ordre des chimistes. C'est pas ça? C'est quoi, c'est un comité... Dans le site de Laval, ça dit ça. Je suis dans le... Un membre de chimie. Là, dans CERMA, là, peut-être que tu penses. Je pense que c'est le comité de chimie. C'est le centre de recherche sur les matériaux avancés. Okay. Je suis dans ce groupe de recherche-là à l'université. Mais tu sais, je suis curieux, puis je vois beaucoup de scientifiques ou d'ingénieurs d'il y a longtemps. Là. En RDC, on a parlé aussi de ceux qui ont... Von Mises, William Rankin, qui a travaillé sur la fatigue au début, qui était un ingénieur ferroviaire, mais qui a fait des contributions aussi importantes en thermodynamique. Fait que, tu sais... J'étais des curieux. Pourquoi eux pouvaient se permettre de toucher à plein de choses? Puis, on est au niveau académique, on peut se le permettre, tu peux me le permettre. Fait que je trouve que cette liberté-là académique est le fun, puis est stimulante, puis ça continue de me faire du bien de toucher un peu à tout. Donc, c'est pour ça que je continue à le faire. Là. Et puis ça, là, c'est quand même impressionnant parce que c'est revenu à chaque podcast quasiment. La curiosité. Puis vraiment, là, tu sais, c'est quand même... Tu sais, je veux dire, initialement, quand on a passé le podcast, mais Phil, on était un peu indulgent à ce niveau-là, dans le sens qu'on faisait ça pour le fun, tu sais, c'était juste pour parler à du monde, puis apprendre à connaître nos professeurs, mais on a appris des leçons qui sont quand même intrinsèques, quasiment, on dirait, à la pratique. Puis, tu sais, quand je pense à la curiosité, ça revient tout le temps. Puis, tu sais, je serais curieux d'avoir, toi, ton avis par rapport à... Tu sens-tu qu'il y a là cette curiosité en général des étudiants, ou tu penses-tu que, admettons, à travers le nouveau cursus de design ou quelque chose, tu sais, comment on fait pour l'acquérir, cette curiosité-là? C'est une excellente question. Je pense qu'elle a toujours été là.
avec nos étudiants. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui décident de changer de parcours en cours de parcours. Là. On en rentre peut-être, 170, puis il en sort 100. Là. Je fais des chiffres ronds. Là, puis là, on pourrait se dire hey, comment on fait pour augmenter le taux de rétention de nos étudiants. Je pense pas nécessairement que c'est des étudiants qui échouent, qui abandonnent. C'est plus du monde qui se rendent compte que finalement, c'est peut-être pas pour moi le génie mécanique. C'était pas ce que je pensais que c'était. J'ai décidé d'aller en génie mécanique. Je savais pas c'était quoi. J'étais allé là parce que le monde y avait sur leur résumé d'astronautes qu'ils ont fait génie mécanique. Je pense qu'on s'est là parce que mon père est mécanicien, fait que c'est pas tant mieux. Mais tu sais, je pense que au final, ceux qui sont là-dedans, je regarde vous dans le cours intégrateur, là, c'est tout du monde qui sont curieux. On parle de sujet l'autre fois, puis je prends mon exemple, là, les futurs étudiants, préparez-vous, là, voulez-vous 140 joules d'en face? Je pose la question à cette proximité-là avec des unités d'énergie puis de puissance et autres. Vous êtes curieux de nature, puis ça vous intéresse ces choses-là. Fait que je pense que ceux qui passent à travers le parcours, ils sont curieux. T'es obligé. Là. Comment on fait pour l'exploiter, ça? C'est parce que des fois, je pense qu'il y en a qui sont très curieux, mais c'est pas encore venu à eux autres, parce que je pense qu'il faut des fois peut-être plus leur mettre dans les mains un petit peu, mais une fois que c'est dans leurs mains, vraiment, après ça, le monde s'ouvre à eux autres. Est-ce que toi, des fois, ça t'est arrivé dans ta pratique de justement avoir eu des opportunités où est-ce que tu apporterais une démonstration, des choses, puis ça a changé un peu le parcours des étudiants ou pas vraiment? Ben, j'ai donné un bout de temps, j'ai donné le cours GIN 3030, qui est un cours d'électricité électronique pour ingénieurs. Puis j'ai appris énormément en préparant le cours, parce que je ne suis pas ingénieur électrique de formation. Puis j'ai amené des démonstrations aux étudiants, puis on regardait les choses, c'était vraiment, vraiment le fun. Moi, je pense qu'il y a de la curiosité, tu peux en avoir partout. Puis ce qui est le fun, bon, certains cours, comme des cours de statique, dynamique, RDC, on voit des problèmes parce qu'on vous donne les hypothèses, vous acquérez des connaissances, on vous donne les hypothèses de départ, puis trouvez la solution. Puis il y a une solution. Tu fais la démarche, toutes les choses. Alors que dans les problèmes de conception, tout est ouvert. Il y a plus qu'une bonne solution pour ça. Je pense que là, l'aspect curiosité, créativité rentre en ligne de compte, puis il y en a. La créativité est présente chez pas mal de nos ingénieurs, de nos étudiants. Là. Ça me fait penser un peu... j'ai lu cet été le livre de Walter Levine. Je sais pas si c'est qui, c'est le prof. Je pense que c'est... Il est au MIT, lui? Exact, c'est ça, c'est au MIT. Puis, je pense que si tu n'apprends pas quelque chose en répondant à un besoin de comprendre quelque chose, je pense pas que le monde va l'apprendre. Puis, tu sais, lui, on dirait qu'il arrive tout le temps avec cette optique-là de « je vais te montrer de quoi », puis ça fera pas de sens dans ta tête. Puis c'est là que la curiosité pique, que tu dis il faut que je comprenne pourquoi. Tu sais, des fois, je reproche rien au bac parce que j'ai tellement eu une belle expérience, mais je pense qu'il faut vraiment tout le temps capitaliser là-dessus parce que c'est ce qui fait les entrepreneurs comme les Joe Audet de ce monde, c'est qu'eux autres, ils n'ont pas juste skié sur des skis, ils se sont demandé c'est quoi qui fait que mon ski est bon. Ouais. Puis tu sais, vraiment, ça les a menés à aller à des places, tu sais, à pas juste se demander comment on fait un bon ski, mais à comment on fait un bon alliage aluminium. Puis après ça, aller remener à plein d'autres places. Puis tu sais, le parcours d'entrepreneur, tu l'as vu toi-même, là, c'est pas linéaire, pas en tout. Là, tu pourrais jamais prédire ce qui va t'arriver, mais si tu restes curieux, c'est sûr que un moment donné, ça va te mener à quelque part. Puis, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est quand même qui est important de prendre en compte et d'exploiter à son maximum. T'as raison, puis là-dedans, ce que vous vous rendez pas compte, c'est le temps. Là. Ouais, okay? Faut que tu aies le temps de faire les choses, de te poser les questions, de t'arrêter puis de réfléchir. Puis des fois, on prend pas le temps, on se donne pas le temps de faire les choses. Toutes les choses, il faut qu'elles soient faites rapidement et autres. Puis, tu sais, Jean Ruel m'a dit à un moment donné, ça m'a marqué. Tu sais, Jean, c'était un mentor pour moi. Je vous l'ai dit, j'ai fait ma maîtrise puis je fais mon doctorat avec lui. Il m'a dit, tu sais, le temps, c'est la ressource la plus démocratique qui existe. Okay? Ouais, c'est vrai. Tout le monde a le même temps. Vrai. Si t'es riche, tu peux pas avoir plus de temps. Si t'es pauvre, t'as pas moins de temps. Le temps que tu n'utilises pas aujourd'hui, tu peux pas le récupérer parce que tu l'as perdu. Fait que, tu sais, oui, il faut prendre le temps,
mais chaque seconde compte, tu sais, à travers tout ça. Donc, c'est très philosophique, mais c'est important de prendre le temps puis de bien te servir de ces choses-là. Tu sais, vous avez fait le cours de mécatronique avec Alain. Vous avez passé du temps à faire les choses. Puis c'est sûr que vous êtes fiers de ce que vous avez réalisé, mais vous avez mis le temps là-dedans. Puis vous n'êtes pas dit « Ah, je ferai ça demain. » Tu sais, encore une fois, c'est le besoin d'apprendre. C'est apprendre pour un besoin. Tu sais, je trouve qu'on dirait que c'est là vraiment que la rétention est à son maximum. Là. Puis, je vais partir sur une autre tangente complètement. Tu sais, j'aime vraiment où est-ce qu'on est. Là. Je sais pas, Fils, moi, quelque chose on parlait de temps, fait que je pensais parler plus de temps libre, la voile. Ouais. Quand j'étais petit, on avait un bateau, un voilier. Là, fait que je voulais savoir où tu as eu la passion pour ça. Ton père en faisait-tu? T'avais-tu un voilier? Tu faisais du dériveur? Tu faisais quoi? Rien de tout ça. Ah ouais? Okay, je vous l'ai dit, j'étais intense, pas mal. C'est un sport intense. Quand il a acheté un 100 pieds du premier coup. Ben, moi, j'étais dans le foot. Hein? J'étais dans le foot à côté. Puis, tu sais, on s'en rend pas compte, mais tu sais, on s'entraînait 20 heures, 25 heures par semaine, plus les meetings, plus la physio, plus tout. Tu sais, j'avais un peu de temps libre, mais tu sais, c'était essentiellement... Il est compté, je choisis. Je faisais du foot, tu sais. C'était pour aller à la dérive. Puis, quand j'ai fini en 2005 de jouer, il y a un de mes amis qui fait de la voile, puis Carl, je le salue, puis il était sur une équipe, sur un quillard, puis il a fait une compétition au lac Ontario, puis là, il me disait, ben là, il faut le ramener le bateau, pas de temps dessus. J'avais jamais embarqué sur un bateau de ma vie, fait que on a pris un char, j'ai conduit, loin avec un char à Québec, on a conduit jusqu'à Toronto, débarqué du char, j'ai jamais embarqué là-dessus. Il était 3 h du matin, on a embarqué sur le bateau, il faisait noir, c'est parfait, on s'en va à Québec. Fait que, on a fait le convoyage de Toronto jusqu'à Québec. J'ai eu la piqûre pour ça, et c'est avec un gars que je respecte beaucoup, qui est ingénieur, qui s'appelle Mike Carlson. C'est devenu un super bon ami. Mike, il a 65 ans, 66 ans maintenant. Donc, il avait plusieurs années de plus que moi et mon ami Carl. Et c'est devenu un super bon ami. Puis, il était vraiment dans la course, dans la course de voilier, tout ça. Okay. Et pour moi, c'était comme un peu ma transition entre le foot qui finit à faire d'autres choses, puis en restant dans la compétition et autres, l'intensité. Puis c'est le fun aussi parce que là, t'es un peu comme coach en même temps que t'es joueur, parce que tu prends des décisions, puis tu fais pas juste exécuter ce qui se fait. Fait que j'aimais beaucoup au niveau la stratégie puis la tactique qui était présente là. Fait que je me suis mis à faire beaucoup de voile puis de courses avec lui. On a fait des courses, on est allé à Halifax, on est allé retourner à Toronto, on fait des courses à Québec. J'ai fait une course de Halifax jusqu'à Saint-Pierre-Miquelon sur un 65 pieds. C'était bien intéressant. Là, je me suis acheté mon propre voilier, qui était pas un racer pantoute. Mon premier voilier, c'était un 27 pieds, mais que je fais des courses avec quand même à Québec sur le circuit régional. Puis, une couple d'années plus tard, là, peut-être 2-3 ans, Mike avait toujours caressé le rêve d'avoir un bateau de course, comme ça s'appelle des Forts 30. C'est comme la Formule 1 des mers, le bateau de 30 pieds le plus rapide jamais fait, imaginé. Bruce Fark l'avait designé, puis il avait dit « I build them to be fast, not to last ». À chaque fois qu'on sortait, on brisait de quoi. Comme les bodybuilders. T'as déjà entendu leur motto, histoire rapide? Vas-y. Die young, die strong. Ouais, c'est ça. Puis, puis je trouvais le fun avec la voile aussi, qu'il y avait beaucoup d'aspects d'ingénierie. Là, c'était un mât en carbone de 45 pieds de long qui pesait 125 livres. J'étais fasciné par c'est du génie mécanique. C'est du génie mécanique. La voile, l'aérodynamique, l'écoulement dessous de la quille, le ballon, l'équilibre des forces, toutes les composantes mécaniques qui sont là. Fait qu'on s'est acheté ça, on est allé visiter. On a pris l'avion, on est allé à Baltimore. On est arrivé là, on a visité 3 bateaux. On est sorti de cette fin de semaine-là. On a fait une offre sur un bateau qu'on a acheté là-bas, qu'on a ramené au Québec. Puis on s'est mis à courser avec ce bateau-là. C'est un bateau de 30 pieds.
7 pieds de tirant d'eau. Le bateau pesait 4000 livres. Et 2000 livres étaient dans le bulbe. La torpille qui était 7 pieds en dessous de l'eau. Tu sais, c'était un pur racer. On le mettait sur un trailer. On est allé courser des maritimes avec plusieurs fois. Fait que t'as pogné la piqûre. Non, c'est vraiment... Puis, tu sais, on parle d'intensité, là. C'est un peu ça. Puis je roulais ça, cette équipe de voile-là, comme... Je roulais une business, mais là, c'est moi qui mettais de mes poches, puis là, on brûlait de l'argent. Là, tu payais juste des gâteaux. Là. on roulait sur un budget d'opération de 20 000 $ par année. Là, on a fait ça pendant genre 5 ans. Puis à travers ça, je rencontrais d'autres mondes. J'étais allé faire une course à New York avec des gars, c'était hot. On courait dans la Hudson, en avant de la Statue de la Liberté. Après ça, on a fait une course qui était de Boston jusqu'à Halifax. Marblehead, qui est un petit peu au nord de Boston jusqu'à Halifax. Cet été, je m'en vais faire une course mythique de 600 000 nautiques qui part de Newport au Rhode Island, qui s'en va jusque dans les Bermudes. Fait qu'on va vraiment grosse course offshore sur un 40 pieds. Cool, ça va être vraiment le fun. C'est zéro motorisé dans le fond, le voilier? Mais t'as un moteur? Il y a un moteur, mais on l'utilise pas. Dans le cadre de la course, tu l'utilises pas. Ouais, fait que c'est vraiment... Bon. C'est combien de nœuds tu roules environ? Le plus vite que j'ai été, là, c'est 30.1 nœuds. Okay? C'était vraiment vite, c'est sur 65 pieds. Si on peut le mettre en kilomètre-heure pour le ça fait combien? Je sais pas. Là, fait fois 1.8. À peu près, mettons, 55, là, on va dire, je veux. Mais ça fait 56 km/h. Ça va vite. Sur un bateau, ça va vite. Là, Puis, tu sais, avec notre Fort 30, on avait une couple de clips sur YouTube. On va les mettre dans la description. C'était vraiment impressionnant de faire ça. Puis, j'aimais ça. Mais encore une fois, niveau d'intensité que j'applique à toutes les choses que je fais dans ma vie. C'est le fun. Puis là, tu vois, on a vendu le bateau. Là, j'ai embarqué sur des équipages avec du monde à Québec qui ont le bateau. Ça coûte moins cher. Moins d'entretien. Moins d'entretien. L'esprit d'équipe aussi qui est là. T'as-tu un bon calé? Genre, mettons, t'arrives dans une équipe, une crew, est-ce que t'es comme un gars qui a de l'expérience ou t'es encore un peu, des fois, ça dépend de l'équipe? Non, mais ça dépend où, là, tu sais. Puis je pense que à Québec, je suis quand même pas si pire, là. Mais la première fois qu'on est arrivé, tu sais, on gagnait à Québec championnat régional, tout ça, mais on est arrivé des maritimes, là. On pensait qu'on allait bien faire. On s'est fait exploser, exploser toute la semaine. Puis te connaissant, ça a juste été comme... Non, ça a été tough. Plan de match pour être... Mais 2 fois meilleur l'année prochaine. Ouais, exact. L'année d'après, on est revenu, puis là, on avait monté notre game, on a parlé avec les gars là-bas pour... C'est le fun, parce que c'est comme une petite communauté, puis tout le monde venait nous aider, venait à acheter telle affaire, acheter le mot, telle façon. Ça me fait penser à l'escalade, honnêtement. La voile, Jay, il fait beaucoup d'escalade, puis j'en fais des fois avec lui, puis tout le monde s'aide pour comme résoudre un peu le problème. Puis la voile, c'est ça, là, tout le monde est à la marina ensemble, tout le monde chill un peu ensemble, puis la course, c'est comme pour avoir du fun puis l'intensité durant la course. Là. C'est des petites communautés, là, fait que le monde sont soudés en général, ça fait vraiment des belles choses. T'étais-tu déjà là aux régates de Valleyfield à Montréal? Non, on n'est jamais allé. Mais ma conjointe a déjà été avec il y a de l'action là. Un bon... Pour mettre en contexte, Jay, c'est des courses à Valleyfield dans le rive sud de Montréal, là, au lac Saint-Louis. Lac Saint-François ou lac Saint-Louis, je me rappelle plus, mais des grosses courses de bateaux, puis c'est un gros week-end, je pense, durant l'été. Je vois le genre. Mais c'est pas des bateaux à voile. Non, c'est pas des bateaux à voile. Ouais, c'est ça. Non, mais au niveau des temps, c'est eux, c'est des bateaux qui vont vite en... c'est des speedboats. Mais nous, on finit souvent les petits segments, puis là, je dis pas qu'on finit. Mais moi, il y a plein de sujets que je veux parler, mais là, quand ça va être tard, tu veux sûrement être couché. C'est ça, mettons, il y en avait un qu'on voulait vraiment aborder, là, puis moi, je peux même pas dire le nombre de fois que j'ai entendu dire au bac, je veux aller dans l'énergie renouvelable. Mais il n'y a pas de bac en énergie renouvelable, il n'y en aura jamais. Mais clairement, il y a des moyens de faire mieux les choses, on va dire. Là. Toi, de ton expérience, ce serait quoi, mettons? C'est sûr qu'il y a de la place pour les ingénieurs mécaniques là-dedans. Tout le monde cherche du monde. Je pense que de faire des stages tôt dans ce domaine-là, ça te permet de voir différentes choses. Parce que il y a plusieurs choses, c'est super large. Tu as le développement, tu as le pré-développement, tu as le développement, tu as la construction, la réalisation. Puis là, on parle de projet, là, donc pré-développement d'un projet, on parle de projet éolien, solaire ou autre. Après ça, tu vas avoir le développement,
Après, tu vas voir la construction, puis tu vas voir toute la phase d'opération qui est comme un genre de 25 ans, 30 ans pour les projets d'énergie éolienne qui ont des besoins là. Puis moi, ce que je vois, qu'il y a beaucoup d'intérêt, puis il y a beaucoup le futur de l'éolien un peu aussi. Ouais, mais non, mais moi, c'est beaucoup en gestion des actifs qu'ils appellent, OK? C'est asset manager en anglais, là, c'est t'as cette turbine-là, comment tu fais pour la rentabiliser, ou ces turbines-là, les rentabiliser, les opérer le mieux qu'ils peuvent, qu'ils ne soient pas arrêtés, comment tu prévois des changements d'huile, c'est con, mais c'est ça, puis la maintenance, puis le vent, c'est un enjeu par rapport à, mettons, une centrale au charbon ou autre, où est-ce que, des fois, la ressource n'est pas là. Fait qu'il y en a qui voient, des fois, la génération comme une demande négative. Fait que, tu sais pas, les clients, quand est-ce qu'ils vont partir leur sécheuse, leur lave-vaisselle, les choses-là. Mais la génération éolienne, c'est un peu la même chose, mais en négatif. C'est-à-dire, s'ils vendent pas, tu sens pas quand tu produis, tu sais pas quand est-ce que tu peux produire. Puis, il n'y a pas vraiment de système de stockage aussi. Fait que ce qui est demandé sur le réseau, il faut que ce soit produit exactement en même temps sur le réseau. Fait que bien comprendre tous ces enjeux-là reliés à l'utilisation de l'énergie, je pense que c'est important. Puis après ça, c'est d'aller cogner à des portes. Il y a tellement de boîtes qui font des choses. Une action concrète, puis on a parlé beaucoup avec Louis Gosselin aussi, que Louis, il full, admettons, plus du côté mécanique du bâtiment, là, mais comment est-ce qu'on pourrait faire à l'Université Laval, admettons, pour que des étudiants aient... parce qu'on l'entend souvent, mais des fois, ils n'ont pas l'opportunité, puis je pense pas que c'est de leur faute, honnêtement, parce que c'est pas si évident que ça. Même moi, tu me dirais comment on fait pour aller dans l'énergie renouvelable. Je dirais les mêmes réponses un peu génériques, mais mettons dire vraiment, là, OK, moi, je suis spécialisé en matériaux composites, je veux faire des pales d'éoliennes, je vais aller travailler chez LM. Chez LM, exact. Ouais. Moi, je pense que tout le monde veut, c'est con du côté de l'industrie, là. Excusez, je veux pas dire con, là, mais c'est que le monde veulent pas former du monde. Ils veulent du monde qui sont up and running. Fait que c'est tout le temps d'avoir ta première expérience. Comment tu vas avoir ta première expérience, avoir ça sur ton CV, puis avoir ça de dire, OK, là, je peux appliquer, puis ils vont me dire, ah oui, OK, toi, tu as des connaissances, on va te prendre, tu connais ça, tu sais. Alors, tu connais pas ça tant que ça, mais c'est d'avoir cherché la première expérience. Puis, je pense qu'il faut pas avoir peur d'appliquer sur des postes, même quand vous avez pas les qualifications, les compétences. Puis, d'appeler, tu sais, candidature spontanée, il va y en avoir plein de besoins sur site. Puis, des fois, c'est dire, je fais pas la job d'ingénieur. Tu sais, je vais faire une job de technicien, un été de temps, comme un stage. J'ai monté une coupe de turbine. Juste de le faire, tu peux même pas payer pour aller sur le top d'une éolienne. Tu t'apprends. Non, mais tu peux pas payer pour ça, là. On se dit demain, Phil, on s'en va sur le dessus d'une éolienne. C'est impossible, là. C'est pas un service que tu peux acheter. C'est pas de quoi tu peux acheter. Fait que, d'avoir cette expérience-là puis de le faire comme étudiant dans le cadre de stage, après ça, tu mets ça dans ton CV. C'est vers ça que tu veux aller. Mais je pense qu'il faut que tu l'anticipes, tu le prévois tôt dans ton processus pour justement avoir les bons outils dans le CV pour être choisi quand c'est le temps d'appliquer sur une job. Là. Comme tu dis, un peu avoir le step une année avant. Là. Je pense, honnêtement, c'est un super bon truc. On le fait peut-être sans y penser, là, mais c'est un super bon truc, justement, de dire c'est où mes prochains objectifs à court terme. Là, on veut pas voir trop loin, on veut plus voir à court terme. Mais le futur de l'énergie éolienne, toi, on le voit, comme tu dis, la demande, on sait pas tout le temps quand il va y avoir du vent pour produire de l'énergie. Là, vous avez des systèmes, justement, avec l'hiver, même dans des conditions difficiles, ça produit. Toi, tu vois ça où, admettons, le lien avec le développement de Hightech, ton entreprise? Est-ce que vous voulez faire des nouveaux systèmes en plus ou rester ça pour répondre à ce besoin-là hivernal? Tu sais, tantôt, je disais, en 2014, j'ai fait mon énoncé de recherche, puis j'ai mis du rêve là-dedans, puis en me disant, c'est ça, c'est du rêve. Puis, mais tu sais, récemment, je me suis dit, hey, pourquoi on n'a pas un parc éolien, nous autres? Tu sais, ça se pourrait, là, tu sais, que dans une couple d'années, on ait notre propre parc, on opère notre propre parc, tu sais. Là, j'ai pas aucun plan pour faire ça, mais c'est des choses que... Là, ça passera pas par le modèle des gâteaux, parce que maintenant, je sais comment ça marche, l'entrepreneuriat, mais je pense que dans le contexte québécois, on a le setup parfait en tant que société là, pour atteindre carboneutralité 2050, puis je parle pas juste pour le Québec, parce qu'on l'est déjà, là. Je parle pour étendre ça plus loin, notamment contribuer au marché
américains, les Américains sont en dessous de nous autres, puis sont vraiment loin d'atteindre ces cibles-là. J'entends des fois des politiciens. Je ne veux pas politiser votre podcast parce que je sais que. Rochette disait la même chose. Il y en a qui disent on ne deviendra pas la batterie de l'Amérique du Nord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une ressource qu'on a. On a un setup fantastique avec l'hydroélectricité qui permet de balancer en même temps l'éolien puis les demandes. L'hydraulique, on peut le partir puis l'arrêter vraiment facilement. C'est un super mix énergétique. On a des territoires super grands. Il y a de la ressource éolienne à profusion. Puis quand tu regardes ce qui se fait en Europe en termes de... Ils sont tout en avance sur nous autres. Eux autres, il y en a partout des éoliennes. Fait que, j'anticipe qu'au Québec, il va y avoir beaucoup, beaucoup de parcs qui vont se construire, qui vont s'opérer dans les prochaines années. Mais ça va prendre évidemment des ingénieurs pour contribuer à ça. Puis je souhaite qu'on fasse beaucoup de ces composantes-là puis de ces turbines-là ici au Québec plutôt que juste importer des composantes. Mais encore là, tu sais, ça s'inscrit dans une démarche internationale et autres, mais je pense qu'ultimement, on a une ressource, on a de l'énergie. Il faut qu'on fasse de quoi avec ça pour aider nos voisins. Là. Je pense qu'il y a de la recherche aussi associée à ça. Comme moi, on se fait notre voyage, les gars de Génimec, on se fait notre voyage annuel à Murdoch, là, en Gaspésie. Puis à chaque fois qu'on passe la route, la 20, quand elle devient la 130... pour aller à Rimouski, il y a l'espèce d'éolienne verticale. On avait vu ça la dernière fois, on était comme c'est donc bien nice. Qu'il y a comme de l'innovation là-dedans, ils gardent pas juste le 3 pales. Mais en fait, ça c'est drôle parce que c'est des turbines qui sont super performantes. Puis ça, c'est une des premières qui a été faite. Là. Il y en a qui l'appellent le batteur à œufs. Mais elle n'a pas marché longtemps parce qu'il y a des enjeux de mécanique. Pensez aux forces qui sont présentes sur les roulements. Qui sont à la base, c'était un des gros enjeux qui était présent. Fait que je sais pas si ça va revenir. Je sais qu'actuellement, le offshore, l'éolien maritime, c'est super gros. Maintenant, c'est des gros défis associés aussi à comment on fait pour déployer là-bas. Moi, je pense que vous, en tant que génération, vous allez contribuer beaucoup à ça, à décarboniser des secteurs qui sont actuellement vraiment durs à décarboniser. Puis on parle transport maritime, transport aéronautique, c'est des choses à regarder. Comment on peut faire pour rendre ces secteurs-là carboneutres? Puis, tu sais, les avions, quand ils sont dans le ciel, ils sont sur le bilan carbone à quel pays, là? Mais les bateaux, quand ils sont en eau internationale, sont sur le bilan carbone à qui? Il n'y a personne qui les veut, mais en réalité, on est tous sur la même planète, puis ils sont là. Fait que il y a cette réflexion-là à faire. Puis moi, je pense que de trouver des façons de prendre l'énergie éolienne offshore, de la stocker dans du carburant vert, on va l'appeler ça comme ça, puis d'utiliser ce carburant-là pour les bateaux. Ça fait des stations de recharge. On n'a même pas besoin de l'amener sur Terre. Fait que, j'entrevois ça comme étant une solution potentielle. Puis il y a déjà des manufacturiers qui ont développé des solutions, ça s'en vient. Fait que je pense qu'on va voir ça. Là. On va voir ça en même temps que la voiture autonome. Oui, exact. Dernier petit segment, parce que le temps s'étire, ça a été vraiment je te laisse faire ton segment. Ouais, le moi André, je suis un étudiant en première année, je viens de rentrer dans le bac. Puis je veux le meilleur conseil de André Bégin-Drolet. Je sais qu'il n'y en a pas juste un, là, mais il faut que tu en choisisses un seul. Ce sera lequel? Lâche pas. Parce que c'est tough la première année. Il y a tellement de choses à couvrir en 4 ans. Puis il y a les fondamentaux qui sont là. Puis des fois, c'est pas sexy, les fondamentaux. Puis je pense que vous pouvez en témoigner, là, les gars. Au fur et à mesure que tu t'avances dans le bac, c'est de plus en plus fun, c'est de plus en plus intéressant. Ta curiosité est piquée au fur et à mesure. On parlait de curiosité tantôt. Là. Je pense que au début, tu vas vraiment à large. Fait que tu sais pas qu'est-ce qui t'intéresse puis qu'est-ce qui te rend curieux. Mais après, tu es plus curieux. Mais je vais te laisser finir. Mais c'est exactement ça. Puis tu sais, comment qu'on fait pour piquer plus la curiosité? C'est dur parce que il faut que tu aies les connaissances et les fondements pour après ça te poser plus de questions. Tu sais, j'arrive en première année, je me dis, j'ai plus de 140 joules d'en face. Ça va peut-être vite un peu pour avoir le recul sur ça. Fait que je dirais aux étudiants qui sont en première année, me découragez-vous pas. T'sais, lâchez pas. Là. Est-ce que le plaisir s'en vient, c'est ça. Le dessert, si on veut, sans les gâteaux.
Exact. Parlant de gâteau encore. Merci André de nous d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau. Je sais pas, Phil. Mais je voulais te remercier grandement. Là, puis tu nous as tout le temps supporté, je pense, dans le projet. Merci beaucoup pour ton aide. Puis merci d'être venu au podcast. Super, ça fait plaisir. Salut.